L'invité politique de Renaud Blanc sur Radio Classique et Paris Première. Jean-Christophe Lagarde, Guillaume Tabar parlait de cette émission avec Marine Le Pen de crédibilité politique. Beaucoup ont dit qu'après le débat justement de l'entre-deux tours, elle était presque morte politiquement. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je pense qu'on n'est jamais mort politiquement. La famille Le Pen, c'est un héritage. C'est une PME familiale qui tourne bien et puis qui connaît des accidents. Ce que je crois surtout, c'est qu'elle a montré ce jour-là deux choses. La première, c'est beaucoup de violence et beaucoup d'incompétence. Et en même temps, comme c'est la mode de le dire, elle a fait faillite idéologiquement. Et encore hier soir, quand elle parle de l'Europe, de l'euro, en fait, elle sait pas ce qu'elle veut. Pourquoi ? Parce que la petite PME Le Pen, la petite PME familiale, ça ne fonctionne qu'en essayant de faire plaisir aux Français, pas en disant ce qu'ils pensent. Ils cachent la plupart du temps ce qu'ils pensent. Mais en essayant de faire plaisir aux Français et de se dire que veulent les Français. Alors ils disaient, les Français, ils en ont après l'euro, ils veulent sortir de l'euro. Et puis, à quelques jours de la présidentielle, ils se rendent compte que les Français, ils ont peur de ça. Alors ils disent, non, finalement, on va pas le faire comme ça. Et sa formule, c'est d'essayer de dire, on le fera, mais plus tard, un jour, peut-être à la fin. Enfin, surtout, n'ayez pas peur, on recommence. Bon, voilà. On voit bien qu'il n'y a pas de sincérité politique là-dedans, mais il y a surtout une faillite idéologique parce qu'ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi proposer. Il y a 2 jours, Jean-Christophe Lagarde, 120 députés, sénateurs, dans les colonnes du journal Libération, demandaient au gouvernement de rendre public l'impact de ces mesures fiscales sur les 100 Français les plus riches. Il y avait des élus socialistes, communistes, de la France insoumise et un constructif, vous. Vous n'avez pas eu l'impression de vous perdre au milieu de la gauche au sens large ? Moi, je me perds jamais quand je défends ce que je crois. Je regrette d'avoir été le seul à le faire, mais je suis le président de l'UDI, je dis ce que je pense. D'ailleurs, sans doute, on signe pas l'appel dans le même état d'esprit, pour tout vous dire. Oui, moi, vous signez avec Stéphane Le Foll, Marie-Noëlle Lienemann, Marie-Georges Buffet, Jean-Luc Mélenchon. Avec qui j'ai quelques divergences politiques. Avec qui vous avez quelques divergences politiques. Mais je vais vous dire les choses simplement. Le gouvernement présente une réforme qui prétend supprimer l'ISF et qui crée un impôt sur la fortune immobilière. Moi, je veux d'abord de la transparence. Quand on présente, et c'est ce que demande cet appel, quand on présente une réforme au Parlement... Sauf qu'il y a un secret fiscal et vous savez bien que de toute façon... Non, je ne demande pas les noms. Oui. C'est pas ce qui est demandé dans l'appel. Je demande de la transparence. Quand il y a une réforme fiscale, tous les parlementaires qui sont amenés à la voter, tous les Français qui en subiront les conséquences ont le droit de savoir ce que ça porte. Et quand je demande cette transparence avec des gens avec qui je ne partage pas beaucoup d'idées politiques, j'ai une idée en tête. Par exemple, dans l'appel, on demande qu'on nous dise ce que ça fait pour les 100 Français les plus riches. Pas non par non, les 100. Eh ben, on va s'apercevoir que dans les 100 Français les plus riches, ils payent pas l'ISF. Ils payent pas l'ISF, c'est montrer l'imbécilité de l'ISF. Depuis des années, on se dispute, on s'engueule, on s'empaille en France. Sur quoi ? Sur l'ISF. Et on se rendrait compte en réalité que l'ISF n'est pas payé par les gens immensément riches, par les grands riches, les gros riches. Il est payé par ceux qu'on va appeler les petits riches. Pardon. Oui. C'est votre médecin qui, parce qu'il n'a pas le droit à la retraite, à la sécurité sociale, essaye de faire un petit patrimoine pour pouvoir assumer sa retraite. C'est le charcutier du coin. Mais c'est ça en réalité, c'est eux qui payent l'ISF. Oui, et donc vous devez être le seul signataire à vouloir supprimer l'ISF alors que tous les autres... Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Ça me permet de vous expliquer que je pense, en l'occurrence, que d'abord, une réforme, elle doit être sur la transparence et que c'est pas normal, et je vais aller plus loin. Pourquoi je veux la suppression de l'ISF ? Parce que l'ISF, non seulement tous les pays européens l'ont abandonné parce qu'ils n'ont jamais trouvé le bon équilibre, vous voyez d'ailleurs que ça s'engueule entre le MoDem et la République En Marche parce qu'ils veulent pas exactement la même chose. C'est juste un impôt idiot et qui n'est pas équitable. Il vaut mieux taxer les dépenses des riches que le stock qu'ils ont. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques années avec Johnny Hallyday ou avec Florent Pagny plus récemment. Qu'est-ce qu'ils font ? Comme des milliers de Français, 10 000 environ au cours des dernières années. Ils quittent la France. Et alors, à ce moment-là, on a le truc formidable en France de se faire un débat. Oh, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? C'est moral ou c'est pas moral ? Mais je me fous que ce soit moral. Ce que je sais, c'est que quand Johnny Hallyday et Florent Pagny s'en vont, au lieu qu'ils payent des impôts, nous les payons à leur place. Et moi, je veux pas payer les impôts à leur place, et je préfère qu'ils soient en France. Très franchement, entre un Johnny Hallyday qui paye 30 millions et qui depuis 10 ans n'est plus là, il y a 300 millions qu'on paye à sa place. Et on trouve que le débat, c'est de savoir si c'est moral. Sans doute, c'est pas moral. Mais la question, c'est qu'on paye à sa place. Et moi, je veux qu'on arrête de payer à la place des gens qui s'en vont. Macron, président des riches, ça vous agace ou pas ? Oh, je crois que c'est un slogan, c'est même un slogan communiste, parce qu'en réalité, dans ce budget, il y a des choses que je partage et des choses que je ne partage pas. Vous allez le voter ou pas, le budget, d'ailleurs ? Le débat budgétaire est en cours, et si vous voulez, j'aimerais qu'on parle tout à l'heure de
comment on fait de la politique aujourd'hui ou comment on devrait en faire. Mais pour dire les choses, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Je pense que l'orientation et la stratégie économique de mettre tout dans l'investissement dans les entreprises pour qu'elles puissent créer des emplois, c'est une bonne orientation. Je pense que ce qu'ils sont en train d'envisager pour rattraper des retards sur le minimum vieillesse qui va augmenter, sur l'allocation adulte handicapé qui va augmenter parce que les gens pouvaient plus vivre avec ça, c'est une bonne chose. C'est pas pour les riches, ça. Bon, il y a 80% des Français qui vont avoir un pouvoir d'achat un peu supérieur l'an prochain. Il n'y a pas 80% de Français qui sont riches. Donc je pense que c'est un slogan et que c'est pas à ça qu'on juge une politique. Après, vous me parlez du budget. La question, c'est est-ce que le gouvernement... Vous avez dit que c'est le plus sérieux depuis une quinzaine d'années. Oui, parce qu'il ment pas sur la perspective de croissance. Il essaye de faire quelques économies, plus souvent dans la poche des autres, comme les collectivités locales, que dans les poches de l'État. Mais ils ont eu 3 mois pour préparer un budget, donc je veux pas... Vous savez, moi, je ne veux plus de la politique réflexe. Je veux qu'on réfléchisse. Je ne suis pas satisfait de ce budget. Mais honnêtement, c'est sans doute le moins pire que j'ai vu depuis 15 ans. Voilà. Alors justement, vous parliez de faire de la politique autrement. Chez les constructifs, certains vont voter pour ce budget, d'autres vont s'abstenir, peut-être certains voteront contre. Où est la cohérence dans votre groupe aujourd'hui, Jean-Christophe Lagarde ? La cohérence, elle est très simple à comprendre. Je pense que... J'aimerais que vous me l'expliquiez parce que j'ai du mal à la saisir. Vous allez, j'espère, la saisir si j'arrive à m'expliquer clairement. Mais je vous en prie. Il y a une situation politique nouvelle, c'est les Français qui l'ont voulu. Ils ont voulu justement qu'on soit plus dans la politique réflexe. Il y a une situation politique nouvelle que nous assumons, quasiment seuls d'ailleurs. L'opposition, habituellement, quand il y a un pouvoir, elle s'oppose à tout. Elle casse tout. En fait, elle cherche à casser le pouvoir pour pouvoir le reprendre. Et pendant ce temps-là, on casse la France. Nous, on veut simplement que la France avance. Et donc on dit une chose, on n'est pas d'accord sur tout avec le gouvernement, mais on ne va pas cacher les points sur lesquels on est d'accord. Et vous n'êtes pas forcément d'accord même entre vous. Et ça c'est pas vrai. Et dans cette situation politique... Certains ont voté la confiance par exemple à Édouard Philippe, d'autres pas. Pardon, et peut-être marginalement certains voteront le budget, peut-être. Je pense, moi, ne pas le voter. Je ne sais pas si je voterai contre ou si je m'abstiendrai. Ça dépendra de l'attitude, d'ailleurs, du gouvernement dans le débat. Mais je voudrais prolonger le raisonnement. Sur le vote de confiance, pour votre réponse exactement, il y a des gens qui ont dit on fait confiance a priori, et moi j'ai dit, comme la majorité du groupe, les 2/3 du groupe, la confiance, ça se construit. Sauf que, d'habitude, une opposition dit non à tout. Nous, on dit pourquoi pas, faut voir. Est-ce que vous êtes capable, puisque vous prétendez être le nouveau monde, est-ce que vous êtes capable d'avoir de nouveaux comportements politiques ? Nous assumons un nouveau comportement politique qui n'est pas de s'opposer bêtement à tout, même s'il y a des objets de désaccord. Est-ce que dans le débat, la majorité actuelle, le président de la République, le Premier ministre, la majorité parlementaire, ont un comportement politique nouveau ? C'est ça la question. Et dans le budget, ce sera la question. Je vous prends un exemple. Il y a de grosses bêtises et de gros mensonges qui sont en train d'être faits sur le logement, avec notamment l'histoire des APL. Nous alertons de façon très responsable, citoyenne, civique. Vous vous trompez. Est-ce que vous êtes capable d'entendre ? Et justement, est-ce que vous êtes entendu aujourd'hui, Jean-Christophe Lagarde ? On n'a pas le sentiment que le gouvernement et que la majorité fassent très très attention à ce que vous dites. Mais je pense justement que à cette situation politique nouvelle que nous assumons, j'ai pas le sentiment qu'ils ont la même démarche. Grosso modo, j'ai le sentiment que le nouveau monde qu'on nous a vendu commence furieusement à ressembler à l'ancien. Et qu'on est un peu seul à porter le nouveau monde. C'est pas grave, hein. On continuera à le porter parce que ceux qui doivent nous entendre sont les Français. J'espère que le gouvernement nous entendra. Je reviens sur le logement. Je pense qu'il commet des fautes stratégiques lourdes. Il y a moyen de réparer. Pour faire court, ils font un constat qui est vrai, il y a un gros dérapage sur la politique du logement avec beaucoup de milliards mis et peu d'efficacité puisque la crise du logement dure depuis longtemps. Il faut donc changer les lignes. Mais il ne faut pas faire n'importe comment, il ne faut pas raconter les bobards. Et aujourd'hui, on le fait, je trouve, un peu trop n'importe comment. Et quand j'entends M. de Normandie expliquer à l'Assemblée nationale encore cette semaine que les organismes HLM vont voir compenser ce que l'État impose comme économie dans la poche des logements sociaux, parce qu'il n'y a pas que les APL, il y a aussi, on baisse les loyers de gens qui ne bénéficient pas des APL. Avec ce paradoxe, c'est que ceux qui bénéficient des APL, ils gagneront 0. On va leur baisser les APL de 60, ils vont baisser le loyer de 60. Gain pour eux, 0. Ceux qui bénéficient pas des APL, parce qu'ils sont un petit peu moins pauvres, eux, on va leur baisser le loyer de 60. Celui qui est un peu plus riche que les autres, ou un peu moins pauvre que les autres, il va avoir une baisse de loyer alors que le plus pauvre, il l'a pas. Trouvez ça cohérent ? On peut pas en parler ? Un nouveau comportement politique, c'est de parler de la vie en vrai. C'est de faire en sorte que on ne fasse pas semblant sur des postures. Ce qui fait la cohésion de la cohésion de notre groupe politique, et finalement, l'UDI a toujours eu ces pratiques-là, et qu'elles soient plus partagées, y compris par des gens qui ont quitté les Républicains, tant mieux, c'est simplement de ne pas être dans la
postures. Vous Est-ce que le gouvernement se réfugiera, et la majorité, dans des postures? Si c'est le cas, je pense qu'ils auront raté une de leurs promesses électorales. Jean-Christophe Lagarde, vous parliez justement des Républicains. Si Laurent Wauquiez devient le président des Républicains... Mais il le deviendra, oui. C'est la fin pour vous de l'alliance, on va dire presque naturelle, entre l'UDI et la droite? Ah bah je l'ai dit, c'est que la dérive progressive de la droite vers une ligne politique qui est la ligne politique la plus nationaliste, enfermée, anti-européenne, qui est la ligne politique la plus dure, identitaire, qui est la ligne politique qui considère que le social, c'est un accessoire. Moi, je suis pour une société libérale avec une responsabilité sociale. Parce qu'on peut pas se passer des gens qui font avancer la société, qui permettent qu'on soit concurrent des meilleures sociétés dans le monde, pour qu'on vende nos produits, pour qu'on crée de la richesse chez nous. Mais si y a un tiers ou la moitié des Français qui permettent et qui arrivent à être au niveau de ce combat-là, il faut pas laisser tomber les autres et il faut les remettre dans le train, si j'ose dire. Et donc, on a des visions qui sont de plus en plus différentes. Et donc, oui, il y aura pas d'alliance naturelle ou même automatique ou même possible avec cette ligne politique-là qu'incarne Laurent Wauquiez, c'est vrai. Et une alliance, et ça sera ma dernière question, une alliance avec le MoDem, c'est un problème Lagarde-Bayrou ou pas? Ah, très franchement, c'est pas un problème Lagarde-Bayrou, mais il y a une difficulté qui est sans doute double. La première chose, c'est que nous, on veut vraiment être indépendants. Et quand François Bayrou est allié avec Emmanuel Macron, quand il doit tous ses députés à Emmanuel Macron, on voit bien dans son expression, même quand il a divergence sur l'ISF, il n'est pas indépendant. Et donc, c'est difficile d'être allié entre M. Bayrou qui est dépendant et nous qui sommes indépendants. Et la deuxième raison, c'est que je crois que si, là encore, il y a des nouveaux comportements politiques, ça doit se faire sans doute avec de nouvelles générations aussi. À un moment donné, si vous voulez, on ne peut pas expliquer qu'il faut changer en étant avec exactement les mêmes acteurs depuis 40 ans. Il y a un sujet, je vais vous dire ce que je crois. Et ce sera le mot à l'intérieur de LREM, il y a des gens qui pensent comme nous. À l'intérieur du MoDem et à l'intérieur de l'UDI, c'est la même famille politique. Il faudrait que ces gens-là réfléchissent ensemble. C'est pas forcément les partis qui comptent, c'est les idées. Et je trouve que réfléchir ensemble au grand sujet de notre avenir, c'est pas une mauvaise chose quand on est la même famille politique, parce que notre famille politique, elle a la caractéristique suivante, je termine d'une phrase si vous le permettez. Elle a souvent les meilleures idées, c'est les autres qui finissent par les adopter trop tard et trop mal pour être mises en œuvre correctement pour les Français. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde d'avoir été mon invité ce matin, le président de l'UDI sur Radio Classique et Paris Première.